Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous raconte son histoire et son parcours. Tout d'abord, j'aimerais remercier nos commanditaires Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie résidentiel, commercial, industriel. Donc, si jamais vous avez besoin de spécifications pour vos projets, n'hésitez pas à les appeler. J'aimerais remercier aussi Watts, qui est un manufacturier de drains et de rough en plomberie. Donc, si jamais vous avez besoin de spécifications, n'hésitez pas à mettre du Watts sur vos plans ou de contacter Lajoie qui les représente. Et j'aimerais aussi remercier Bugatti qui nous permet d'offrir un super beau sac à nos invités. Cette semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer Étienne Marcoux de Collier qui nous raconte son histoire. Sur ce, bon podcast! Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Rebonjour Étienne, part 2 de la rencontre. On parlait un peu de ton partnership avec Steve. C'est quoi vos ambitions comme business ensemble? Jusqu'où vous voulez vous rendre? Voulez-vous être indépendant? Comment ça fonctionne? Bien, je pense que la première chose dans le terme d'ambition, c'est d'avoir une équipe déjà qui va être solide, qui va être plus stable, disons. Parce que notre contrat, ils sont avec nous autres comme courtiers en formation, mais c'est vraiment de grossir une équipe puis d'avoir vraiment une bonne équipe avec nous qui travaille, qu'on peut travailler en synergie ensemble pour justement pouvoir grossir la business. Je pense que c'est vraiment ça le plus gros goal. Puis je pense que c'est un défi. C'est le défi de croissance dans toute entreprise. C'est le plus grand dans tous, je pense. Puis comment gérer la croissance, comment grossir l'équipe, mais en gardant le même niveau de service, la même qualité. Ça restera toujours un enjeu. T'sais, n'importe quel business qui grossit. Ouais. Puis, des fois, je veux pas en gestion de business, chez Lajoie, on a des hauts et des bas. Là, des fois des bons coups, des fois des moins bons coups. Puis à toutes les fois, je dis à Nick ou à Fred, hey les boys, ça, là, on n'a pas à être fâché de la situation. On l'a créé, cette situation-là. Regardez, on aurait dû investir plus. On ne s'est pas assuré que telle chose soit remplie pour donner le niveau que j'appelle le niveau Lajoie. Le niveau que nous autres, on veut. Fait que les seuls gars à blâmer là, dans toute cette équation-là, là, c'est nous trois, là, ou nous quatre. Il y a Pierre qui est avec nous autres. Mais je dis, c'est nous quatre. Là. C'est ça notre problème. Je dis, les gars, on se regarde dans le miroir avant de dire un tel. Je dis, non, là, c'est nous autres qui est à blâmer. Quand tu repenses à ça, c'est vrai. T'sais, à chaque fois qu'on veut, mettons, moi, je rajoute un rep sur la route ou je rajoute un gars à l'interne, si je ne m'assure pas que le service est top-notch, ça sert à quoi d'augmenter? Oui, on va donner un pic, mais après ça, on va revenir stable parce que l'autre personne ne sera pas à la hauteur ou ne restera pas avec nous autres. Fait que, au bout d'un an ou deux, il va partir. C'est quoi ton équipe idéale? C'est dur à définir, même pour nous autres. Mais je te dirais rapidement comme ça, là, sans consulter Steve avant la rencontre. Parce qu'on se consulte sur toutes nos décisions. C'est vraiment important d'avoir un flow de communication entre nous deux. Moi, je pense que nous deux, une adjointe ou deux potentiellement max, puis quelqu'un qui gère les transactions. Parce que c'est ça aussi dans le milieu. Je veux dire, on peut engager quelqu'un, mais comment que ça marche l'immobilier? Personne ne sait un peu. C'est l'expérience qui fait la différence. Quand, tu peux pas dire à quelqu'un qui est une adjointe juridique ou une coordonnatrice juridique, ben, viens l'immobilier, ça va être pas pareil. C'est pas vrai. Chaque job est différent, chaque deal est différent, chaque manière de faire est différente. Donc, il n'y a pas vraiment de formation pour ça. Là. Tu peux pas aller à l'école te former pour devenir analyste immobilier. Là. C'est avec le temps, puis les transactions, puis l'expérience que tu vas acquérir. Ouais, ben, tu sais, il y a une base de travail. Il y a des méthodes de travail que l'école, certaines formations peuvent te montrer, mais tu sais, l'instinct. Tu sais, tantôt, tu parlais, puis tu me dis, ben, si je le sens pas, que ce deal-là, je suis pas capable. Tu sais,
cette transaction-là ou ce mandat-là, je ne suis pas capable de le remplir, je ne le prendrai pas. Mais tu sais, comme n'importe qui qui commence en business, tu sais, je me souviens de mes premiers deals que je fais en transaction. Tu sais, mon premier, je travaillais pendant 10 heures sur une vente de 10 logements, tu sais, pour les équipements de plomberie. Tu sais, aujourd'hui, oui, j'ai le temps à mettre sur une transaction de 10 logements, tu sais, mais souvent, là, c'est aujourd'hui, c'est l'expérience. Tu veux un 10 logements? Là, ça, t'es setupé. Tu sais. Fait que ça doit être un peu la même chose de ton côté, de dire, tu sais, au début, tu devais être un peu partout. 10 heures par transaction. Ou ouais. Ça aussi, c'est une autre chose qui est dans le milieu, qui a une bonne rationnelle derrière. Le temps par transaction. Tu sais, des plus petites transactions, tu mets combien? Tu sais, au début, tu mets 10 heures sur, comme tu disais, tu mets 10 heures sur une petite transaction qui rapporte peu ou qui fait peu de revenus, mais tu sais, c'est une relation que tu bâtis. Donc, au début, tu t'apprends ça, avec le temps, mais ta relation est établie, puis tu es capable de passer un peu moins de temps parce que tu sais comment la gérer, parce que tu en as fait plusieurs comme ça. Puis ça finit par en closer plusieurs à chaque semaine comme ça. Puis l'autre chose aussi, tu parlais de l'évolution de l'équipe. Puis je comprends un peu ton mindset, de dire, oui, mon équipe parfaite, je ne l'ai peut-être pas actuellement, parce que l'évolution de la construction, vous suivez un peu l'évolution du marché de la construction. Puis le marché immobilier change aussi. Tu sais, en ce moment, wow, marché de fou, on engage tout du monde, let's go. Mais non, c'est du long terme notre business, là. Tu sais, c'est que même quand ça va être un temps creux, faut pas que le monde dans l'équipe ressente rien du tout, là. Il faut être sûr de baser quelque chose qui va perdurer avec le temps, puis qui va faire du sens, puis qui va faire du sens pour nous, ce qu'on a de besoin. Parce que, tu sais, j'écoute beaucoup de choses de ce temps-ci, culture des équipes. On écoute des podcasts, pas des podcasts. Ben oui, des podcasts. On écoute j'ai un livre, dans le fond, que j'ai reçu à Noël de Colliers, dans le fond. Puis dans certaines discussions, le monde dit, tu sais, quand on est en équipe, on veut des gens qui prennent peu de notre temps pour pouvoir avoir du temps pour d'autres choses. Et, tu sais, ça aussi, c'est important d'engager des gens qui vont pouvoir t'enlever du temps de ton horaire pour que tu aies plus de temps pour faire du BSDev ou faire d'autres choses. Comme toi, quand tu engages des gens, je présume, tu te dis, cette personne-là, si je la gère juste 2 heures par semaine, je suis gagnant, là. Je veux dire, j'ai gagné 8 heures de mon propre temps. Oui, bien, c'est spécial. Ce matin, avec Nick, on discutait d'une vidéo qu'on a vue de justement une conférence. Puis, on disait tout le temps, tout le monde, mettons, quand tu regardes, on veut tous un gars ou une personne avec une excellente attitude, top performant. Tout le monde veut Sidney Crosby. T'sais. Mais dans la vie, il y a un Sidney Crosby ou un McDavid. Là, mais il disait, si tu investis, si tu engages quelqu'un avec une mauvaise attitude, mais un top performance, tu as l'impression, c'est un peu la situation dans laquelle on est actuellement, tu as l'impression que tu vas sauver du temps. Sauf qu'il disait non. Parce que le gars, le knowledge, il le connaît. Mais une attitude... Ça s'enseigne pas. Ça s'enseigne pas. Fait qu'il dit, tu préfères avoir un gars avec une attitude top gun, mais y enseigner le knowledge pour... Puis là, lui, tu vas sauver ton 8 heures. Ouais. Mais il dit, une des erreurs primordiales... Tu n'engageras pas le gars mauvaise attitude, mauvaise performance. Mais souvent, tu as l'impression que tu vas engager des top performants. On l'a tout fait, cette erreur-là. Puis je te parle, puis là, je vois des cas typiques de toute mon expérience au cours des années. Celle-là. On est tous capables de mettre un nom dessus. Mais oui. Fait que là, mais c'est un peu ça, tu sais. Quand tu grossis ton équipe, ben la personne qui va avoir une excellente attitude, la journée que ça va mal aller, là, il ne lèvera pas la main. Non, il va être avec toi en train de pousser pour ramener le bateau. C'est ça que tu veux dans ton équipe. Là. Tu veux du monde qui se sent imputable, qui sentent qu'ils vont aller au bat autant que toi tu l'es,
même dans leur début, là, c'est ça l'important. Puis c'est ça qui est difficile à aller trouver, parce que c'est un milieu d'employeurs qui est vraiment pas favorable, disons, de ce temps-ci. Puis en même temps, ben, c'est pas tout le monde qui sont prêts à faire les sacrifices pour pouvoir devenir courtier à son compte non plus, là. C'est comme dans tous les business, dans le fond, là. Ben, puis à chaque fois que j'engage quelqu'un puis qui vient me parler de telle affaire, là, tu fais ah, ouais, OK, cool. Puis là, tu sais, là, on a fait, nous autres, notre Black Book, là, de si une fois qu'on s'est entendu quelque chose, puis là, tu sais, t'arrives pour closer le deal, là, tu le sais, là, tu sais, des fois, tu closes un deal, puis là... C'est comme ça, là. Puis là, tu sais, t'arrives pour signer, il y aurait ça, et là, on avait un deal, là, tu sais, il retire la couverte encore de son monde, là. Fait que là, j'ai dit, tu sais, faut apprendre de ça. L'idée, si tu veux un employé, un gars, une personne avec une bonne attitude, aura pas ça. Mais tu sais, aussi, un client avec une bonne attitude, je dis ça, là, ce qu'on vit là, c'est bon. Puis là, tu sais, la raison pourquoi j'en parle, c'est que c'est bon dans tous les milieux, là. Tu sais, la personne qui vient retirer, là, la couverte encore quand le deal est fini, ben, tu sais que c'est un one-shot deal, là. Tu sais que tu sors avec quelque chose de travers. Un petit goût amer, là. Ouais, tu sens, là, comme ça brûle dans la gorge, là. Exact. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Autant dans tes employés, la grosseur, l'expansion de ton équipe, autant dans tes partenaires que dans tes clients, tu veux pas ça. Non, mais c'est tough aussi, hein. C'est tellement difficile dans notre milieu d'avoir du monde. Tu sais, même partenaire, par exemple, au début avec Steve, ça a commencé, puis on n'était pas sur le même beat de travail. Puis, tu sais, à un moment donné, tu t'habitues, tu t'acclimates à la personne, tu comprends. Puis, avec le temps, mais la personne, elle vient se mettre proche de toi, mais en gardant son style, parce que tout le monde a sa personnalité, sa manière de faire. Puis c'est ça qui est difficile au début, mais maintenant, là, je suis au paradis. Je suis content. Je dis, Steve, je lance des fleurs. Il aime pas ça. Il va haïr ça, écouter ça. Non, je sais. Connaissant Steve, il doit faire. Comme gêné. Arrête de parler de moi. Je suis pas confortable, mais oui, mais. C'est vrai, pareil. Mais il faut signer les bons coups des gens autour de nous autres. Puis je pense que c'est vraiment important. Je veux dire, c'est ce qui fait le succès, c'est qu'on est tout seul, on va une place, mais à deux, on va vraiment plus loin, là, puis je pense qu'on s'en rend compte, là. Les deux, là, un sans l'autre, ça marche pas différemment, peut-être. Oh. Ben, vous auriez évolué, mais peut-être pas à la même vitesse, puis peut-être pas avec autant de fun, tu sais, parce que quand ça va mal à deux... On s'en parle. Tu t'en parles. La première personne, on s'en parle, on prend le temps de se jaser, puis on se dit des affaires. C'est important. Puis l'autre, il y a peut-être des solutions aux problèmes. Puis il y a peut-être. Je trouve à deux, nous autres, on est 4. Quand ça va mal, quand il y en a un qui va mal, là, il y a 3 oreilles. Tu as 3 approches différentes en plus. Oui, 3 approches. Puis des fois, pas au day-to-day, on a des problématiques. Puis, tu sais, je dis tout le temps, bon, j'appelle qui? Le gars qui va me rassurer, le gars qui va me remettre les pieds sur la terre, le gars qui va me dire t'es un épais. Lequel? J'ai 3. Selon le type de problème, j'ai 3 caractères dans l'équipe de gestion qui nous permet d'aller. Fait que là, je fais OK, je vais commencer par le dernier. On va monter. Ça va faire bien à la fin, là. Je vais sortir, je m'en vais vendredi, ça va bien aller. Fait que c'est ça qui fait justement un beau team. Ben oui. Un beau team. C'est la différence des personnalités qui vont faire un bon mix ensemble. Ouais. C'est vraiment ça, là. Puis, tu sais, c'est comme nous autres, moi, je suis intense. Fois 1000. Ah, ouais, j'avais pas remarqué. Le Steve qui est plus calme, plus reposé, mais c'est avec les clients, mais tu sais, certains clients préfèrent tel type d'attitude, d'autres non. Ben, tout le monde y prend son compte au bout de la ligne, là. Exact. Puis, tu sais, moi, je suis pas patient, Steve est extrêmement patient. Ben, ça fait en sorte qu'il peut réaliser des transactions plus facilement. Ouais, que toi, peut-être, t'aurais. J'aurais pas été aussi bon que lui aussi. J'aurais pas eu la même capacité que lui à amener le deal d'une certaine manière, puis à faire accepter des choses ou à faire avancer les choses d'une manière différente. Puis c'est pour ça qu'on est en équipe. Y a-tu des produits. En fait, j'ai une question à 2 volets. Y a-tu des produits, on parlait du marché, de l'évolution du marché que vous suiviez. On a eu un moment donné, une période, les bâtiments lead, tout le monde voulait du lead, puis là, on va louer. Puis je me souviens, mettons, le premier bâtiment lead que j'ai
que j'ai été impliqué dessus à titre d'ingénieur ou constructeur. C'était en 2008. T'sais. Puis le branding, tout le monde, quand je rencontrais un promoteur, ouais, je vais pouvoir louer ça 5-10 piastres de plus le pied carré. C'est-tu arrivé, ça? J'ai comme l'impression qu'on l'a fait. Je pense que ça, comment je peux dire, quand tu construis un bâtiment LEED, il y a un coût de construction qui est relié un petit peu plus élevé. Je pense que c'est ajusté avec le loyer, titre, mais je pense qu'une entreprise qui loue un bâtiment LEED versus un non-LEED, il va avec ses valeurs. Parce que, tu sais, oui, c'est un plus-value, mais plus ou moins palpable. Mais je pense qu'une entreprise qui va louer le LEED, ben, va se dire, ben, dans notre corporate responsibility ou la responsabilité corporative, ben, on vise telle affaire, on prend telle chose. Donc, je pense qu'on va aller vers là. Mais moi, personnellement, je pense pas que ça a un gros impact. Mais oui, peut-être qu'ils sont plus chers parce que ça leur coûte plus cher d'avoir des matériaux LEED. Là. Ben, en fait, si tout est... Puis là, je veux pas parler de la situation actuelle, là, parce que là, on vit dans une situation qu'on va sûrement vivre tout le monde une seule fois dans notre vie. C'est comme la peste un peu dans le temps. Exact. Je compare ça à ça, je me dis, c'est comme un one-shot, puis on va en parler toute notre vie. Là. Exact. Mais je pense que c'est bien planifié. On est capable de réduire les coûts. T'sais. Je pense que une des choses que des fois dans les bâtiments LEED que je vois, c'est que le monde essayait de construire un peu comme avant. Puis dans tout le côté gestion, planification, achat des matériaux, proximité des matériaux, le choix, je pense qu'on prend plus le temps. Et éventuellement, oui, je pense qu'il y a un surcoût. Là, je crois pas que ça serait faux de dire qu'il n'y a pas de surcoût. Mais non, c'est comme construire une structure de bois versus d'acier. Là. Exact. Je crois qu'il y a un surcoût, mais pas exponentiel. J'en ai vu des projets LEED où le gars a pété des scores, sauf que le gars s'est payé une Ferrari. C'est sûr que tu peux pas avoir un prix d'un Lada. C'est certain, si tu construis un Lada, ben, tu vas ça va rouler comme un Lada. Ça va rouler comme un Lada, tu vas le vendre comme un Lada. Comment tu gères ça actuellement? Tu sais, le marché actuel, là, tu sais, Étienne, les coûts de construction explosent. Pas plus tard qu'hier, j'étais sur un projet, puis là, il y avait une structure à faire. Il a quasiment doublé là, le prix de la structure. Fait que là, le projet, il y a un enjeu, mais... il y a un enjeu... Dans le fond, l'enjeu est dangereux quand tout est défini d'avance. Je pense que maintenant, dans un contexte actuel, moi, des fois, je dis à mes clients, je dis, ben votre taux de location net, exemple, on peut l'établir avec un buffer. Puis, c'est correct, mais à un moment donné, il faut... Comment je peux dire? Il y a le marché, qu'est-ce qu'il peut accepter, puis il y a une certaine rentabilité qu'il va falloir soit perdre, ou peut-être juste le réajuster rendu à la fin. Quand le projet est terminé, parce que... Ou, ben, tu fais pas une publicité intense avec un taux de location super défini jusqu'à ce que tu aies vraiment une bonne idée de tes coûts de construction. Parce que sinon, ta rentabilité t'as peur. Là. Mais dans le marché actuel, je veux dire, malheureux comment que c'est, les acheteurs ou les propriétaires qui veulent... Ben, les acheteurs, c'est plus eux autres qui mangent la facture en ce moment. Je pense qu'il y a une certaine différence. C'est que, dans le fond, c'est est-ce que je paye la bâtisse trop cher? Ou j'attends. Mais la vraie question, c'est est-ce que je grossis ma business ou non? OK. Parce que des fois, c'est exemple, est-ce que je paye 500 000 de trop l'immeuble, mais que l'année prochaine, je fais 2 millions de plus de chiffre d'affaires? Qu'est-ce qui est le plus rentable pour moi long terme, court terme? Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Comme à un moment donné, c'est ça aussi la logique. Moi, j'ai des clients, je pense que c'est ça qu'ils font. Ils se disent, regarde, mon père, je vais sortir de l'argent comptable, me donner un plus gros dépôt, puis je vais être capable de faire croître ma business beaucoup plus rapidement. Puis je pense que ma business va me donner plus. Parce que l'immobilier, vous le savez, on le sait tout très bien. Day one que tu l'achètes, dans ta tête d'acheteur, tu as fait de l'argent, tu as fait un gain. Mais c'est bien plus du long terme. C'est beaucoup plus du long terme. Donc, c'est ça qui se passe dans le marché actuel avec les coûts de construction de fou. Parce que les prix aussi sont rendus fous. Là. Les prix au pied carré, c'est difficile à justifier. Mais quand tu as commencé... Ben, je sais que...
j'aime pas trop parler de chiffres, là, mais ça reste que c'est quand même le market actuel. Là, on sort pas un dossier top secret. Là. Ça a passé de combien à combien? Des fois, dans nos déjeuners, tu me parles de montant de pieds carrés. Moi, je me mets dans la tête, il me semble, quand je louais mes premiers bureaux en 2012, c'était tant de dollars du pied carré. Mais le bureau a stagné. Mais le bureau, actuellement, je veux louer un espace de bureau. On parle de combien du pied carré? Ça dépend des immeubles que tu vas. Nous autres, en banlieue, moi, je peux dire, c'est bizarre, en banlieue, on a comme des prix quasiment similaires au centre-ville parce que les immeubles sont plus neufs. OK. Donc, ça se loue quoi? 20$, 12$, 15$ du pied carré? Brut, ça peut jouer d'un 25 ou même un 18 dans un immeuble au deuxième étage d'un immeuble industriel, mais dans une tour à bureau, entre 28 puis 40, aménagé, facile, tout inclus, le brut, on parle. Puis c'est industriel, c'est là que tu faut jumper. Là. C'est que là, en 2019, je louais des espaces, puis je demandais 8, le monde il me disait, ben trop cher, lui. J'ai loué, ben trop cher. Maintenant, je demande 12, c'est trop cher. 13 net, c'est trop cher. Mais t'es loues toutes, là? On finit par les louer. L'affaire, en ce moment, qui est tricky, c'est que, comment je peux dire, c'est... nous, on met beaucoup à marcher des projets de construction. Puis là où ils commencent à construire, puis on les loue, on les remplit. Mais seeing is believing, comme mes clients disent tout le temps. Tant que ça lève pas, le monde, ils viennent pas ou ils ont peur. Parce qu'il faut pas oublier que quand tu loues un nouveau projet de construit, tu as un bail qui finit en arrière. Si ton bail, il roule, le temps arrive, là, il faut qu'à la journée que ton bail est fini, tu sois bien installé dans le nouveau, là. C'est ça aussi qui est un certain challenge avec ça. Ouais, parce que l'enjeu que tu veux pas... Tu te retrouves à la rue, là? Ben, t'as une business qui roule... Pas sur l'art, mais une business qui roule bien, qui va bien, une belle rentabilité. Puis là, t'arrives que les projets de construction, il y a du retard. Actuellement, je le vis dans mon milieu, mais je le vis dans tous les autres milieux. J'ai fait un deal pendant le COVID qui a été retardé à cause de ça. Puis le gars, il a fallu qu'il reste dans l'immeuble 2 mois de plus. Mais ces 2 mois-là... Propriétaire, es-tu conciliant? Avais-tu déjà reloué l'espace? C'est ça. T'as pas le contrôle, là? Il y a énormément de stress, là. Je me souviens d'un deal qu'on a fait qu'un moment donné, je bougeais des espaces de bureau d'une place à l'autre. Et là, moi, mon local où j'étais n'était pas loué, sauf que moi, j'avais tous mes projets de rénovation, tous mes bureaux qui s'agrandissaient. Mais là, l'autre, il me dit... OK, mais là, moi, mon local n'est pas prêt. C'est de là que c'est important d'avoir un bon bail au départ qui te permet, d'exemple, rester 2 mois de plus en holdover. Dans le fond, ils te chargent 150% du loyer, mais tu es content d'avoir toujours une place d'affaires, là, rendu là. Ben oui, parce que si ton chiffre d'affaires arrête là, c'est pas bon, là. Non, mais c'est zéro bon. C'est pour ça que c'est des fois... Les gens ne voient pas la différence, mais d'avoir un bail qui a été bien négocié, qui a été bien réfléchi pour le locataire autant que le propriétaire, ça fait toute la différence. Puis des fois, c'est ça que les gens comprennent pas aussi qu'on apporte, c'est qu'on apporte dans le fond des points qui protègent les deux parties. C'est super important, là, dans les fine print dans un bail. J'ai un client qui est renouvelé ses loyers depuis, je sais pas quelle année, 2015, exemple. Au même terme et conditions. C'est parce qu'à un moment donné, à 6$ net, quand on s'assoit à 10, puis là, c'est parce que ça a été recommandé comme ça dans le temps, mais les locataires avaient tous pas d'option de renouvellement. Pourquoi t'es aussi pas cher que ça? Ça fait pas de sens. C'est là qu'on va faire justifier notre valeur ajoutée, c'est qu'on va amener des points. Puis, je suis pas avocat, mais je veux dire, je suis capable de lire un peu dans l'ensemble, puis ils peuvent valider de leur côté pour être sûr que c'est correct. Mais c'est là que c'est important de bien représenter, puis penser des deux côtés aussi. Oui, bien, ça doit être ça qui fait une de vos différences majeures. Tu sais, vous avez une équipe en arrière de ça qui est capable de vous conseiller, de dire ça, tu fais attention, ça, tu fais attention. Ou tu demandes à un senior. Des fois, si je te revirais de bord, prends le téléphone, hey, j'ai ça qui m'arrive. T'es-tu déjà arrivé? Oui, non. Ou qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là? Des fois, c'est juste ça, là. C'est un petit appel rapide. Puis tu as accès à de l'information privilégiée, mais pas privilégiée, mais de l'information véridique, puis le meilleur conseil possible. Oui, bien,
si quelqu'un qui te sauve d'un possible problème, c'est sûr que ça vaut autant qu'un nouveau deal. Ben oui. Parce que tu vas en passer du temps si le problème il est pas résolu. Là. Ben oui, définitivement. C'est quoi vos gros enjeux actuellement? D'avoir de l'inventaire. Ben, je dis qu'on a 50 inscriptions. D'avoir de l'inventaire industriel à louer ou à vendre, c'est le plus tough là, en ce moment. C'est super difficile. Quand tu y penses, là, chaque building qui se construit se fait absorber avant même quasiment la fin de la construction ou quelques mois après la fin de la construction. Que je veux dire. Puis le délai de construction, ça prend 6 mois à avoir une structure. Ça veut dire que c'est construit dans 1 an et demi, 1 an. Ça veut dire que l'inventaire ne se renouvelle pas, puis elle ne grossit pas, puis il n'y a personne qui fait faillite. Là. Tout le monde, avant COVID, là, tout le monde va faire faillite, on va avoir des bons deals. C'est pas arrivé. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que là, en ce moment, on a une surchauffe, puis là, tout le monde a une business qui augmente. Certaines sont gonflées par l'effet de la COVID, dans le fond, qu'est-ce qui se passe. Mais ça fait en sorte qu'on a quand même un sérieux problème d'espace. Là. Puis de terrain, regarde le marché qu'on travaille, nous autres, Laval-Rive-Nord. Prends-toi un avion, fais un vol d'oiseau, prends Google Satellite. Je l'ai fait cette semaine, on s'en est parlé. Mais tu comprends? Tout ce que tu vois, c'est des terrains agricoles. Des terrains industriels. C'est des anciennes terres agricoles en ce moment. Là. Ouais, qui ont été convertis. Là. Mais c'est ça, notre plus gros frein, c'est ça. L'île de Montréal, c'est parce que c'est une île. Ouais. L'île de Laval, c'est une île aussi, mais qui a beaucoup de terres agricoles. Puis la Rive-Nord, ben, il y a beaucoup, beaucoup de terres agricoles. Puis les parcs industriels, ben, ce qui est drôle, c'est qu'on n'aura pas de ville, mais il y a des villes qui bâtissent des maisons prestigieuses, luxueuses, avec des parcs industriels en arrière. Je comprends juste pas où est-ce qu'était l'urbanisme dans cette idée de schéma-là. Là. Il y avait la COVID, où il était prendre des vacances. Il l'avait d'avance, puis là, ça fait une couple d'années qu'il l'avait, lui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est comme année, tu te retrouves... je me souviens d'une ville en particulier où l'urbanisme me disait, tu sais, Bruno, si j'autorise pas tel type de projet, je sais que ça peut clasher quand tu le regardes, tu sais, big picture, tu fais, non, tu devrais le mettre ailleurs. Sauf que, il me dit, si je fais pas ça, notre ville stagne. Hein? Tu sais, il me faut... Tu sais, si je veux pouvoir permettre, mettons, du multilogement... Tu sais, personne ne va construire du multilogement haute densité ou ce qui apporte de la clientèle au marché local, épicerie, tout ça. Je dirais pas si ces personnes-là, ils n'ont pas de job. Maintenant, il faut des industries qui créent que ces personnes-là vont aller en logement, condo, maison, qui vont créer de l'achalandage au niveau du... Tu sais, le cycle, fait que des fois, j'ai pas le choix. Je dois prendre cette décision-là, mais c'est certain quand tu le regardes, ça clash. Ben oui. Tu sais, j'ai déjà vu comme tu dis, à une lisière d'arbres, tu sais, il y a des maisons de luxe, puis de l'autre côté... Mais le problème avec ça, c'est que les gens qui ont acheté, c'était clairement courant qu'ils achetaient derrière un parc industriel, puis que là, après ça, il y a des plaintes à la ville, mais que ça freine la personne qui a une industrie de pouvoir faire sa propre business. C'est là que c'est pas normal. Là. Ouais. C'est une situation qui arrive fréquemment. Là. Puis y a-tu des marchés clés? Tu sais, on parle de l'industriel, mais y a-tu un type de business actuellement qui fait, tu sais, tu sais, je donne un exemple, mettons, j'ai eu dans... Bon, on s'en est parlé cette semaine. J'ai eu beaucoup de demandes au cours des 2 derniers mois du data center en fou, tu sais, où ce qu'ils demandent du 500 000 pieds carrés. L'affaire, c'est que data center, c'est super segmenté. Électricité, grandeur de terrain, localisation. C'est un peu... mais les vrais marchés qui roulent en ce moment le plus, mais que nous, on sert vraiment de plus en plus, là, ben, il y a l'alimentaire. Il y a la distribution, bien évidemment, parce que la distribution, c'est ce qui fait qu'on peut avoir des produits sur nos tablettes. C'est pas mal les deux clés en ce moment. La construction, définitivement, tout ce qui est relié avec la construction, mais ça roule de manière phénoménale, disons. Qu'est-ce qui te... mettons, genre, je me mets à la place d'un client qui écoute le podcast. Qu'est-ce qui se différencie
votre équipe d'une autre équipe? Je pense qu'on a un super bon branding. Quand on met les immeubles sur le marché, c'est super clair. Je pense qu'on a une bonne connaissance du marché. On connaît souvent tout le monde dans le marché, alentour d'eux autres, tous les voisins, tout le monde. On est capable de se faire référence, d'avoir des références, des gens, dans le fond, qui sont alentour d'eux autres, près d'eux autres. Je pense qu'on répond très vite. On a un document super bien fait. Jamais vraiment d'erreur dans nos affaires. Dans nos documents, dans le fond, légaux, excuse-moi, vous le dire affaire, je veux dire, documents légaux, documents d'entente, tout est super clair. On simplifie le processus pour les gens parce qu'on, dans le fond, on amène, dans le fond, toujours un nouveau document pour appuyer les choses, protéger les clients. On conseille les clients du mieux qu'on peut, comme si c'était nous autres qui étaient de l'autre côté de l'équation. Puis on a une très bonne clientèle. On est chanceux, pour vrai. Là. On travaille fort, mais notre clientèle, elle nous revient tout le temps avec quelque chose de nouveau. Chaque année, j'ai un client qui voudrait faire quasiment un condo industriel. Tel chum, ben, il veut vendre, mais vas-y avec lui. Tu sais, c'est ça. Je pense que notre clientèle satisfaite parle d'elle-même. Puis on réalise beaucoup de transactions, puis on aime ce qu'on fait. Je pense que c'est ça qui va faire la différence. Ah, ben c'est sûr que... Tu sais, on le fait pas pour les mauvaises raisons. Quand tu tripes, on en parlait au début dans l'autre épisode, quand t'as pas l'impression de travailler... Puis tu sais, à cœur les gens. Ouais. J'ai des familles, des fois, qu'on sert, puis que je suis comme... Cette madame-là, je la verrais comme ma grand-mère. Tu sais, j'ai plus de grands-parents, que je la traite comme si... Tout comme j'étais dans la famille. Je veux dire, je trouve ça... Oui. C'est le fun. Puis je pense que c'est une belle façon d'aborder avec les gens parce que tu sais, si tu te mets à leur place puis tu rentres, tu sais, des fois j'ai des clients qui me disent, tu sais, j'ai des deals des fois qui se font pas, puis je suis aussi fâché sinon plus qu'eux autres. Puis là, il fait, ouais, mais là, il dit, tu sais, ben nous, tu sais, puis eux autres, ils me consolent quasiment en me disant, non, faites-en pas, on va s'en trouver un autre deal, là. Puis là, je suis comme, ouais, mais tu sais, on le méritait, celui-là, on l'avait travaillé. Puis il fait, ouais, mais, ouais, je comprends ton point, mais, OK, c'est pas grave, on va s'en trouver un autre. Puis effectivement, une couple de minutes, tu sais, ou une couple d'heures après, clic, hey, j'ai ça aussi, on embarque là-dessus. Ah ouais, cool. Mais c'est ça, quand tu te mets à leur place puis tu t'impliques, tu fais partie de l'équipe. Là, tu veux juste les aider de toutes les manières possibles, les présenter aux bonnes personnes, les aider à... Peu importe c'est quoi la question, que ça a rapport à n'importe quoi. C'est vraiment de donner le meilleur de soi-même à chaque fois, puis s'assurer que le client aussi, moi, c'est ça ma plus grande crainte. C'est que mon client soit pas satisfait ou qu'il dise « Ah, c'était un peu bizarre, c'était l'affaire. » Jamais je voudrais que ça arrive. Si ça arrive, j'espère qu'ils vont me le dire. Puis j'espère ne plus le refaire, puis de m'améliorer comme personne pour pouvoir être sûr d'offrir toujours mieux. Puis de me rendre meilleur. C'est quoi que tu penses qui... C'est quoi les meilleures qualités? Tu sais, mettons, les meilleures qualités qui te fait que telle personne ou tel client va... Tu sais que ça va cliquer dessus. Je te dirais, je pense l'écoute, la rapidité d'exécution. Tu sais, on a un marché, juste qu'on mette en image un peu le marché des courtiers commerciaux. L'âge moyen d'un courtier commercial, je pense qu'il doit être à 45. Oh my God. Tu sais, il n'y a pas de relève, là. C'est 40 et plus. Mais 30 et moins, il n'y a pas beaucoup de relève, là. Il y a une grosse différence. Il y a beaucoup de monde de 60, 65 ans, peut-être même 70 qui sont encore en courtier immobilier, 50. Mais peu de gens en bas âge qui commencent. Puis la barrière pour rentrer en commercial est immense, là. Résidentiel, c'est plus facile, plus simple parce que le processus est plus simplifié. Parce que tu es obligé de prendre les documents, mais... Puis tout le package qui vient avec. Mais en commercial, il faut que tu apprennes à quelqu'un avant de commencer. Sinon, ça marche pas. Il y a ça aussi qui fait que les gens, tu sais, à un moment donné, il y a une nouvelle manière de faire. Que des fois, l'ancienne garde est comme un peu moins là-dedans. Puis c'est ce qui fait qu'il y a un renouveau dans le marché, une nouvelle énergie. On a le couteau entre les dents. On veut que les deals se passent. On est plus disponible. Des fois, on répond plus rapidement. Tu sais, moi, ma pire bête noire, c'est de pas répondre à quelqu'un la même journée. En ce moment, c'est difficile parce que vraiment, c'est la folie, mais ma pire bête noire, c'est ça. C'est de garder mon momentum que
Je pense que c'est ça qui fait la différence. Là. Mais c'est sûr que moi, je l'ai vu un peu dans le marché de la plomberie. Là. Il y a eu un changement de garde, mais même chez nous, des fois, j'ai la conversation avec les boys, puis ils me disent ouais, mais c'est quoi, tu penses, notre plus gros défi? Puis je disais, mais c'est un peu ça. Là. C'est une vieille garde là, qu'on a, puis les gens sont habitués. Là. Qu'est-ce qui est cool d'une vieille garde, c'est t'appelles, puis t'as un rendez-vous tout de suite. T'sais. Versus une nouvelle personne. Puis je dis ça à tout le nouveau staff qui rentre. Je dis, qu'est-ce qui va être cool si tu as un problème, tu peux m'appeler. Parce que bien souvent, moi, je vais prendre un coup de téléphone ou un courriel, un texto, puis tu vas pouvoir... ça va t'ouvrir la porte. Après ça, tu as ta job à faire. Mais moi, je vais t'ouvrir des portes. Moi, je suis carrière, je vais défoncer des murs, j'ai le ballon, je le distribue d'un bord, mais après ça, j'ai beau faire une passe, il faut que le gars il se rende. Il faut que la personne se rende dans la zone début ou faut qu'il y ait de l'avancement. J'ai beau prendre le ballon, moi, je le redistribue tout de suite après. C'est un peu cette vision-là. Puis, je le vois actuellement dans le marché. C'est un marché, c'est un renouveau, mais j'ai comme l'impression qu'on a comme un gap de 10 ans actuellement dans l'immobilier qui est là. Ben, c'est la technologie qui rentre dans le marché qui rend ça différent. Exemple commercial. Moi, quand je suis rentré chez Colliers, le monde me trouvait quasiment drôle de faire des posts sur les médias sociaux. Je suis passé de 0 à 500, je veux dire, 3 ans. C'est quand même beaucoup, mais la vague technologique de faire des posts, de publier, d'être visible, d'employer des nouvelles manières pour avoir une meilleure visibilité au marché, ben maintenant, tout le monde le fait. Oui, ben c'est un incontournable. Mais tu comprends que la barrière de génération est aussi une barrière technologique qui s'en vient dans le marché puis qui va changer le marché beaucoup, beaucoup, beaucoup. Automatiser les processus. Mon partenaire Steve est super là-dessus. Automatiser les choses, essayer de trouver des manières d'être plus efficace. Puis c'est notre principal défi parce qu'on veut augmenter la cadence mais en étant plus efficace. C'est certain que tu peux pas... Comme n'importe qui, on veut... Parce que on pourrait y aller de façon traditionnelle, juste de dire on continue, mais si tu fais pas bien les choses ou efficacement les choses, ben tu vas juste rajouter une personne de plus ou 2 personnes de plus à ton équipe qui vont juste faire moins efficacement les choses versus huile bien la machine, puis après ça, on va pouvoir l'augmenter à une cadence. Je pense à certains clients qui ont commencé, puis tout le monde... Il y a comme le seuil, dans certains projets, là, je vais parler du résidentiel, mais du 100 logements. Là. Quand tu passes le 100 logements, là t'es rendu dans un autre game là, qui appelle. Là, mais il y en avait un, puis là, je l'ai en tête, puis justement, et je veux qu'il vienne au podcast, ça va être Maître Carré, qui me disait, je préfère faire des plus petits, commencer avec des plus petits, puis là, ces plus petits, c'était comme des 50, des 60, des... Puis, je pense qu'il avait fait du 6 logements, des choses comme ça. Commencer, bien huiler la machine. Si je suis bon avec du petit, puis là, je suis capable de prendre les bouchées, puis l'augmenter, puis l'avenir. Parce que sinon, je peux aller à 150, mais ça peut être mon dernier projet. Non, tu peux pas commencer en haut. Tu commences de la base, puis tu augmentes ta capacité, comme nous on fait avec le temps. Là. C'était quoi à date? Je sais que tu es dans une jeune carrière. Là. D'habitude, cette question-là, je la pose au gars qui a 75 ans de carrière, mais jusqu'à date, c'était quoi ton plus gros défi? Le plus gros défi, je pense, c'est de grossir l'équipe, c'est de développer un marché. Je pense que c'était ça le plus gros défi. Ça a été de commencer. Le plus gros défi en immobilier, là, c'est de commencer puis de pas arrêter. Moi, je l'ai vu, je faisais du porte-à-porte. C'est vraiment ça ce que je faisais, du porte-à-porte dans des parcs industriels. Chaque business, j'allais à la porte. Genre, exemple, à Laval-Rive-Nord, on va parler de la Rive-Nord parce que c'est le marché que j'ai le plus développé pour l'instant, mais de Boisbriand à Saint-Jérôme, Mascouche à Saint-Eustache, il me reste peut-être 150, 170 bâtisses à aller voir des propriétaires que j'ai pas eu contact ou j'ai pas eu leurs coordonnées, quelque chose comme ça, dans le fond, pour pouvoir avoir pas mal touché à tout le monde sans nécessairement avoir rencontré tout le monde,
au moins avoir leurs coordonnées, que je puisse les contacter pour avoir, dans le fond, le data que j'ai besoin d'avoir. Tu penses-tu qu'on devrait faire des choses différemment au milieu de la... Mettons, si on parle de projet de construction, comment que tu penses qu'on pourrait faire les choses différemment pour que tout le processus se passe mieux? Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas. Mettons, je donne un exemple. Mettons comparativement, je suis sur un projet présentement qui est pas trop loin, Gatineau, Ottawa. Je regarde à Gatineau, Ottawa, l'organisation avant qu'on pèse sur le bouton départ, là, tout est planifié d'avance, tout est setupé d'avance. Oui, on va arriver avec des changements en cours de projet, mais rien de majeur. Ici, mettons au Québec, je regarde, je suis actuellement sur un projet, là, la pelletée de terre n'est pas faite. On est rendu à 35 changements. J'ai pas pelleté. Mais ici, c'est comme, en tout cas, dans mon expérience du résidentiel, des fois, ben, dans le commercial, c'est différent. Je pense pas que ça vaut la peine de le comparer, mais je présume que c'est poser des questions puis vraiment valider chaque chose avant de commencer, c'est sûr que ça simplifierait le processus puis ça ferait en sorte qu'il y ait moins de délai. Je veux dire, mais qu'est-ce qui change pas d'idée en cours d'un projet? C'est bien beau tout planifier, mais à un moment donné, c'est pas possible. Là. Ouais, puis, tu sais, autant, tu sais, je l'ai dans le résidentiel, mais autant dans le commercial ou dans l'industriel, tu sais, à un moment donné, tu parles le processus, puis si ton basis of design n'est pas bien déterminé, ben souvent, tu vas avoir des variations qui vont partir d'un bord puis de l'autre. C'est ça, mais ça dépend. Tu sais, exemple, dans un projet locatif industriel, je pense que c'est juste de consulter des courtiers, pas juste un, plusieurs. Voir qu'est-ce qu'ils vont dire, s'il y a des affaires qui fit ensemble, qui font ensemble que oui, tout le monde veut vraiment ça. Mais dans un projet de design and build, c'est juste d'avoir la bonne machine à l'interne qui fait en sorte que tu peux vraiment avoir exactement ce que ton client veut. Poser des questions au début, pas les poser à la fin en se voyant que c'est un extra. Là. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est juste d'en poser plus puis d'avoir plus d'informations pour pouvoir mieux servir, mais je pense que dans l'ensemble du marché, je suis pas assez impliqué en construction pour pouvoir vraiment me prononcer là-dessus parce que je suis pas constructeur puis je suis pas développeur non plus. Là. Non, par contre, tu gères les clients qui construisent puis tu gères les clients. Oui, parce que je veux être sûr que le produit qui soit offert va partir, mais va se vendre, va se louer dans le marché actuel. Moi, tout ce que la pire chose qui pourrait arriver, c'est qu'il y a un construit puis que ça soit vide pendant 3 ans. Non, tu comprends ce que je veux dire? Même dans un mauvais marché. Surtout s'il a construit avec un courtier, mais oui. Ben avec tes recommandations. C'est comme si mon client m'a dit, donne-moi ta bâtisse parfaite, puis on l'aurait pas encore loué, là. Ouais. J'aurais pas eu de fun. Comment tu vois le marché évoluer au cours des prochaines années? C'est dur à dire, hein? On n'a comme pas une boule de cristal. Le COVID, on l'a pas vu arriver à ce point-là. Ce qu'on comprend, nous autres, c'est qu'on est en train de catch-up avec un Toronto et avec un Vancouver. Les loyers sont rendus pas mal... On s'en vient similaire, mais les prix sont pas encore les mêmes au pied carré quand on fait les ventes. Donc, les loyers suivent pas les prix de vente. Je pense ça va être encore un gros marché jusqu'en 2023, je te dirais. Mais c'est dur à savoir. Ça dépend vraiment de tellement de facteurs que feeling, ce serait ça, dans le fond, pour l'instant, vu que la construction est vraiment compliquée. Mais à moins que quelque chose arrive un événement arrive quelconque qui change tout. Là. Mais tu parles des différences entre Montréal, Toronto, Vancouver. Tu dis que les prix sont pas les mêmes? Par exemple, en industriel, le loyer net, on est rendu proche de ce qu'on loue ailleurs, mais le prix de vente au pied carré, on est, par exemple, là, on touche du 200, du 250 le pied des fois dans certaines transactions. À Vancouver, c'est 400 minimum, je te dirais, quasiment. Puis à Toronto, on en regarde avec des clients de 300$ le pied carré et plus. On n'est pas rendu là. Mais le loyer net qui demande à 12 ou 14, on est à 12 nous autres. Fait qu'en location, t'es à la même place, en vente,
Il y a un certain clash, ouais. C'est spécial pareil, parce que comment t'expliques ça? Parce qu'à la fin, il faut que quelqu'un le construit. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais je pense que ça a rapport au coût de construction, là. Ben, oui, sauf que il y a bien quelqu'un qui prend ça en business case pour le développer, là. Son amortissement, son payback, il calcule comment? Parce que si... Ben, une grosse partie qui est la banque, qui fait en sorte que jusqu'à où qu'on peut financer aussi, qui est un certain frein, là, à un moment donné, ça amène une certaine rationalité, là. J'ai hâte de voir avec les taux d'intérêt qui vont augmenter comment ça va avoir un impact, mais il y a quand même beaucoup de gros fonds qui veulent investir, qui cherchent juste des endroits où l'investir. Puis pas des fonds juste québécois, là. Des fonds de l'externe. C'est ça qui a fait en sorte que je pense à Vancouver que la bulle a été aussi grosse, c'est que l'argent venait de l'extérieur, puis rentrait au pays, puis investissait, puis que les prix augmentaient. T'as-tu des clients, parce que je me souviens d'avoir eu à parler de ça avec Steve, là, je pense que vous avez des clients de l'externe qui viennent s'installer au Québec? Et vice-versa. Des clients du Québec qui veulent s'installer à Toronto, à Vancouver, puis qui cherchent dans d'autres places. Oui. Puis comment vous êtes impliqués, vous autres, là-dedans? Ben, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le réseau qu'on a chez Colliers, on peut justement appeler les bureaux puis faire des relations avec d'autres courtiers de d'autres bureaux pour pouvoir avoir justement des références qui cherchent ici et des gens qui cherchent ailleurs. Donc, on peut créer des relations comme ça avec des personnes qu'on sait qui vont être vraiment bien servir les clients. Puis au bout de la ligne, ben, c'est ce qui fait des références de l'intérieur du réseau. Puis, tu sais, dans l'épisode 1, tu parlais de... qu'il te fallait une licence pour transiger. Mais justement, tu réfères à l'autre courtier la transaction, puis lui donne une référence après. OK, parfait. Fait que finalement, tu amènes ton client à un courtier qui va faire similaire à la même business que... Oui, puis en même temps, tu essaies de t'impliquer parce que tu veux comprendre aussi comment ça fonctionne dans le marché. Parce que c'est toujours... C'est toujours intéressant de comprendre comment ça marche ailleurs pour voir s'il y a des choses qu'on peut mieux faire chez nous. Cool, je comprends un petit peu mieux ta business, parce que souvent, quand on parle de projet, tu sais, veux pas... je trouve ça tout le temps drôle parce que au début, quand tu es rentré dans un de nos cercles d'affaires, j'étais comme « Ah, ouais, pourquoi? » Puis là, un moment donné, je fais « Mais il est impliqué sur... » tous nos projets. Là. Indirectement, oui. Oui, bien, indirectement. Puis, bien souvent, quand tu as un terrain, tu es là en premier sur le projet. Là, je sais d'avance qui achète. Que je sais d'avance qu'il y a peut-être un projet qui va se tailler là. Exact. Fait que... Ah, mais cool. Regarde, Étienne, y avait-tu d'autres sujets que tu voulais aborder aujourd'hui? Tu voulais-tu faire des plugs? T'as le micro pour une minute ou deux. Mais y avait-tu quelque chose que tu voulais plugger? Je pense qu'on pourrait finir ça avec une anecdote. Ah, vas-y. Quand on est courtier en commercial, puis qu'on dit au monde on est courtier, c'est quoi que le monde nous dise? C'est pas? Toi, tu vends des maisons, hein? Ah oui, des maisons. Puis là, t'as beau le répéter plein de fois, tu vends des maisons. Ça va bien, les maisons? Oh. Ouais, ben... C'est comme la meilleure joke qu'on se fait dire à chaque fois, là. C'est comme... les gens ne repensent pas à ça, mais c'est toujours associé à des maisons. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'on a vraiment complètement un autre milieu que ce que le monde pense. Mais c'est ce qui fait en sorte que c'est difficile à rentrer, c'est parce que le monde ne connaisse pas ça nécessairement. Ben, c'est un milieu, tu sais, une des raisons pour que je voulais que tu viennes aujourd'hui, c'est parce que moi, j'étais vraiment néophyte là-dedans. Tu sais, je sais que tu es impliqué sur tous les projets, mais tu sais, tout le processus. Puis, tu sais, des fois, on arrive, puis là, ah ouais, je suis là-dessus, mais il faut tel terrain de telle façon, tu sais. Là, tu fais pas juste, tu sais, vendre. Non, tu sais, t'es impliqué. Fait que je trouvais ça intéressant pour les auditeurs de comprendre un peu tout le processus par lequel vous passez, tout le knowledge. Je ne dis pas que vous dictez le marché, mais vous êtes capable on est capable d'aider. Comment tu dis? On est capable d'aider, dans le fond, puis de comprendre si notre client va vraiment pouvoir rentrer sur un type de terrain. C'est comme un entrepôt. Oui, c'est 4 murs, mais il y a un côté logistique. Telle machine, tu as vu l'entrepôt de la personne, tu dis, mais ça, je sais pas si ça va fonctionner. Des fois, c'est juste de lever les flags pour nos clients quand ils visitent, puis qu'ils sont emballés, puis disent, ça, je suis pas sûr, ça, je pense que oui. C'est ça aussi, c'est comprendre la logistique de chaque entreprise, puis
Puis des fois, c'est juste de leur dire que ça fonctionne pas, puis pourquoi. Ouais, c'est... Non, je pense que ta venue au podcast, ça l'a éclairé énormément. En tout cas, moi, ça m'a aidé à mieux comprendre, puis connaissant un peu les auditeurs, je suis certain qu'ils vont avoir adoré entendre ton parcours. Je sais que, tu sais, on en a parlé tantôt, tu sais, le gap, parce que souvent, les gars, ah, ouais, il était jeune, le gars, ouais, mais tu sais, je veux pas une personne de 50 ans ou 60 ans dans le milieu commercial, parce que souvent, je les vois en fin de carrière. Des fois, il y en a, tu sais, qui cliquaient, sauf que moi, j'aime bien gros ta drive, puis, tu sais, quand on parle des projets, moi, dans mon réseau, tu es un de ceux avec qui j'ai du fun à discuter, parce qu'on parle souvent des projets. Bon, OK, on boit tout le temps un peu de vin ensemble, mais là, ça, c'est un autre dossier, mais c'est ça. Fait que, non, merci énormément, Étienne, d'être passé au podcast. En tout cas, moi, j'ai énormément apprécié. Je voulais remercier Mylène, Antonella, merci les girls pour tout le marketing que vous faites, tous les réseaux sociaux. Regardez, vous savez, vous êtes indispensables à mon day-to-day. Merci énormément. Merci Nick Fred pour me donner l'opportunité, Pierre aussi, de me donner l'opportunité de faire ça dans ma job. Fait que j'apprécie énormément. Merci Nicole à la console, encore une fois, reçu très bien au Studio SF. Si jamais vous voulez faire un podcast, un petit blog comme ça, vous pouvez venir ici, super à louer. Puis pour les auditeurs, j'espère que vous avez apprécié l'histoire d'Étienne, de la rencontre. Puis sinon, en fait, on se voit la semaine prochaine avec l'histoire d'un autre entrepreneur là-dessus. Donc, merci beaucoup, puis à la semaine prochaine. Merci Bruno. Merci.